Sébastien Cuperfis, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, avec tous les détails possibles, la maison de vos rêves, elle se trouve où? Elle a quelle apparence exactement? Alors, la maison de mes rêves, moi j'habite à Paris, je travaille à Paris. Je pourrais vous parler d'une maison à Paris, mais je vais vous parler d'une maison en Bretagne, sur une petite île, perdue, loin de tout, au bord de la mer, simple, avec des agriculteurs qui font des pommes de terre et des carottes bio. Voilà, ça c'est la maison de mes rêves. Maison de vacances avec les cousins qui viennent et la famille, les amis. C'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, évidemment, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Sébastien Cuperfis, PDG de Juno Immobilier, réseau immobilier parisien et proche banlieue, même si la Bretagne vous gagne apparemment Sébastien Cuperfis. Juno Immobilier, c'est plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme. Si on prend le pouls de l'immobilier en ce moment, au global, hein, pas seulement sur le luxe, dans la capitale, il se passe quoi? Vous vendez des biens en ce moment? Alors, ça a été, vous savez que pendant le confinement, on n'avait pas le droit de faire visiter des biens, ce qui complique un petit peu les choses, mais en fait, on était à peu près à la moitié de notre activité normale pendant le confinement, ce qui est relativement élevé, et c'est dû au fait aussi que les processus immobiliers sont un peu longs, donc toutes les choses qui se sont passées avant se sont concrétisées après. Mhm. Donc oui, il y a de l'activité. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous réponds quand même sur les prix. Nous, on ne voit pas de baisse de prix pour l'instant en immobilier à Paris. Et voilà. Et donc l'activité est assez forte et les visites recommencent samedi. Et je pense qu'on va voir si ça se passe comme au premier confinement, mais on pourrait avoir un redémarrage dynamique. Sur les prix, on en reparlera tout à l'heure, Sébastien Cuperfis, mais sur l'immobilier de luxe, la clientèle étrangère, c'est important pour vous, ça. Est-ce que c'est un peu plus compliqué en ce moment par définition? Est-ce que vous avez vu votre clientèle se franciser pendant cette crise sanitaire, des intérêts davantage franco-français plutôt que les intérêts habituels de la population étrangère? Alors, écoutez, ça peut paraître bizarre, mais nous, on a été, on a mené à bien deux transactions sur des montants bon, qui sont entre 20 et 50 millions d'euros. Euh, et une partie des acquéreurs sont des Français. Et donc, oui, ça s'est francisé. Il y a une partie des Français qui ont des grands moyens et qui considèrent que l'immobilier de luxe à Paris, c'est un placement extrêmement sécure compte tenu des incertitudes qu'on peut voir partout dans le monde. Et on a encore quelques clients étrangers, mais c'est sûr que le pipe, évidemment, s'est réduit, Ouais. euh, notamment chinois, qui s'intéressent au marché parisien. Hmm. On dit que les Français, Sébastien Cuperfis, ont plus que jamais, donc on vient d'introduire le sujet, ont besoin de nature, d'arbres, ont besoin de respirer. À Paris, avoir un balcon, une terrasse, ou mieux encore, un jardin, c'était déjà des critères essentiels, donc il n'y a rien de nouveau finalement sur les besoins, sur les envies. Un balcon, une terrasse, ça coûtait déjà cher, ça continuera à coûter cher. Ben, je crois que oui, ça s'est accentué. Euh, Clairement, il y a un mouvement d'arbitrage de certains Parisiens qui ont envie de partir au vert, à côté de Paris ou d'ailleurs plus loin, hein, parce qu'on a des gens qui partent en province ou même à l'étranger. Après, ça a toujours été une tendance existante, elle est normale, elle est naturelle. Et ça fait des années que le fait d'avoir une vue dégagée avec un balcon, avec une terrasse ou d'avoir un jardin a un impact majeur sur les prix. Ça n'a pas changé, ça s'accentue. Hmm. Euh, voilà. Et puis Paris est en transformation. C'est un petit peu aujourd'hui un petit peu compliqué à Paris, mais une transformation vers moins de voitures, vers moins de bruit, qui, je pense, en feront dans les années qui viennent une ville encore plus agréable. Justement, on évoque en ce moment des grands désirs, on en parle là aussi depuis tout à l'heure, des grands désirs de campagne. Les médias y consacrent des unes, il y a des témoignages de gens qui quittent les métropoles du jour au lendemain. Vous ne craignez pas, vous, que Paris se vide du jour au lendemain? Paris ne va pas être désert le mois prochain, Sébastien Cuperfis. Bah, vous savez ce qu'on dit, Paris est le désert français. La France a cette caractéristique d'être un pays très centralisé, avec, contrairement à l'Allemagne, qui a plusieurs centres,
La France, pour tout un tas de raisons historiques, c'est vraiment Paris et le reste de la France. Donc non, il y a un équilibrage qui se fait et à la limite, c'est sain. Voilà, il y a un peu moins de tension peut-être à Paris, et encore une fois, c'est une bonne chose. Et puis, il y a des tendances qui se font en ce moment, mais qui vont probablement pas durer, et des gens qui vont revenir. Puis il y a aussi une question de bassin d'emploi. Même si le télétravail va permettre un certain nombre d'adaptations, il va falloir que les gens qui sont partis trouvent aussi des activités dans les endroits où ils sont. Parce que certains partent, on vient de le dire, et d'autres vont arriver. Est-ce qu'on peut déjà estimer euh, une tendance, un chiffre, quelque chose qui est attiré par Paris aujourd'hui, qui est attiré par l'immobilier parisien et de l'Île-de-France? Non, mais quand vous parlez, c'est marrant parce que bah, souvent, on se rend plus compte de la chance qu'on a. Et quand vous parlez à des étrangers de Paris, c'est là que vous vous rendez compte à quel point on a une chance extraordinaire. Alors Paris a des défauts, comme toutes les villes, et a cumulé un certain nombre de handicaps ces dernières années. Mais Paris est une ville extraordinaire, avec des cafés à chaque coin de rue, avec des commerces partout, avec une architecture haussmannienne sublime et vraiment très étendue sur toute une partie du territoire parisien. Donc Paris a d'énormes qualités qui, je pense, ne peuvent pas changer. Et puis elle a cette caractéristique de ne pas pouvoir être construite. Hmm. C'est une bonne chose. Paris restera Paris, hein, c'est ce qu'on disait à une certaine époque, Paris on le dit restera Paris. plus vraiment en ce moment. Sébastien Cuperfils, vous avez fondé Juno en 2006. À l'époque, les prix, évidemment, n'étaient pas les mêmes. Les quartiers tendance n'étaient pas les mêmes non plus. Et combien de temps ça dure? Ça, c'est ma dernière question. Un quartier de tendance à Paris, je pense au Batignolles en ce moment, un quartier qui coûte très cher. Enfin, acheter un appartement dans le quartier des Batignolles, ça coûte très cher. Et pourtant, il n'y a ni arbre, ni espace vert, ni grande avenue. On respire pas beaucoup dans ce quartier-là. Donc, je prends le quartier des Batignolles. J'aime bien ce quartier, hein. Il y a pas un bashing des Batignolles. Mm. Dites-moi. Pourquoi? Alors moi, j'habite pas au Batignolles, mais personnellement, c'est un quartier que j'adore. Pourquoi? Bah, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des commerces partout et de très très grande qualité. Il y a une vie qui est extraordinaire. On n'est pas très très loin du centre de Paris. On peut aller partout, mais en étant un petit peu excentré. Il y a quelques bonnes écoles. On peut sortir de Paris assez rapidement pour les gens qui ont la chance ou l'envie d'avoir peut-être acheté une petite maison à côté de Paris, puisqu'on peut acheter des choses à des prix raisonnables pas loin. Donc, je crois que ça a beaucoup de qualité, c'est très tranquille, ça a du charme, c'est vivant. Je suis pas inquiet pour les Batignolles. Et pour les Batignolles, et sur le côté tendance d'un quartier, combien de temps ça dure? Les Batignolles, ça dure depuis 4 ou 5 ans, je dirais, à vue de nez. Une tendance d'un quartier, d'un arrondissement, ça Bah, démarre comment? regardez le 16e arrondissement, qui a été un quartier qui a été boudé quand même par les jeunes, 25, 35 ans, pendant pas mal d'années. En gros, ils sont nés là-bas, enfin, ceux qui sont nés là-bas, ils sont partis, ils sont allés s'encanailler un petit peu dans le 9e, dans le 10e. Et puis au moment où on commence à avoir des enfants euh, et qu'on recherche autre chose, on retourne là-bas. Et par ailleurs, le 16e, c'est vrai qu'il y avait moins de commerces, moins de restaurants, il est en train de changer aussi. Donc, en fait, on a des mouvements comme ça. Je ne pourrais pas dire combien de temps ça dure. C'est des mouvements un peu pendulaires qui dépendent des évolutions des envies des Parisiens. Et qui sont liés avec, ce que vous me dites, avec le côté familial. J'ai grandi dans ce quartier, j'ai envie d'habiter quelque part ailleurs, et finalement, je finis par y revenir, en gros. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup, par exemple, si je prends le quartier qui est pas loin de Villiers, beaucoup de gens qui ont passé leur jeunesse là-bas, qui sont partis dans le Marais, dans le 10e, dans le 11e, et qui, quelques années après, reviennent parce que bah, finalement, les parents sont là, les grands-parents sont là. Il y a une attache à ces quartiers de jeunesse. Donc, c'est vraiment, c'est ce que vous dites, c'est une oscillation. Ça va, ça vient. Ce qui est vrai, c'est que le 16e, par exemple, alors, il y a des quartiers qui Vous sont avez aimants grandi dans pour le leur 16e, ambiance. Sébastien Cuperfils. Pardon? Vous avez grandi dans le 16e Ah, pas du tout. arrondissement. Moi, j'ai grandi dans le 18e. Et j'habite dans le 18e et je suis, enfin, on est 6 générations de Montmartre 3, plus exactement, parce qu'à l'intérieur du 18e, il y a des quartiers. Et non, non, moi, je suis dans le 18e.
Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et si Jean Castex le veut, à bientôt en présentiel. Merci Quentin.